Bonjour Benoît, donc on est avec toi ici à Sydney en Australie dans le cadre de ta Fight Week pour l'UFC 325. Tout d'abord j'ai envie de te demander comment tu vas, depuis quand tu es arrivé ici et comment se passe l'acclimatation. Alors, salut à tous. Effectivement, on est arrivé le mercredi-jeudi dans la soirée la semaine dernière pour s'acclimater, c'est-à-dire à peu près 10 jours avant. Le voyage était compliqué, 38 heures de voyage avec les phases de transit qui étaient longues. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Si on va affronter un Australien, enfin dans ce cas-là un Néo-Zélandais en Australie, donc on va dire à peu près à domicile, il fallait faire l'effort. Tu as parlé de coup d'accélérateur lors de la Fight Week de New York contre Dariush. On aurait pu penser que le sprint, justement, c'était entre l'UFC Paris en septembre et le MSG en novembre, mais visiblement, tu as décidé de ne pas lever le pied tout de suite. Le sport des arts martiaux mixtes, c'est aussi un sport d'opportunité. Euh, c'est une catégorie où en ce moment il se passe beaucoup de choses. Il faut être capable de répondre présent au bon moment. Et voilà, moi, mon job, c'est de combattre et de gagner. Et voilà, à partir du moment où on a une opportunité, si le corps répond bien et psychologiquement, avec la team et ma famille, on est dans un état d'esprit qui permet d'y aller. Il faut saisir l'opportunité. Comment ça s'est passé justement la réalisation de ce fight? Raconte-nous, c'était une option qui était déjà sur la table parce que en effet, il n'y a pas eu un grand laps de temps entre l'officialisation et justement ton dernier combat contre Darius. Effectivement, c'était inattendu. Honnêtement, c'était inattendu. Dan Hooker, il était surtout mon manager pour une fois s'est fait un peu bluffer parce que on l'avait un peu sorti de l'équation au vu du résultat qu'il avait eu contre Arman. Euh, mais voilà, il a eu il a eu à cœur de rebondir rapidement et de représenter ses couleurs à domicile. Donc ça a fait que il est de nouveau, s'est mis de nouveau sur le marché du travail et on a répondu présent. Après ça, en espérant que ça se passe bien évidemment ce week-end, euh, on va ralentir un peu, on va laisser se reposer le système. Comme je dis, hein, c'est un sport d'opportunité. Bien entendu, l'objectif, je pense, ça sera de prendre des vacances après ce combat, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc maintenant, je vais plus anticiper. Je vais juste dire que je me suis préparé dur pour ce combat, que je vais donner le meilleur de moi-même dans la cage. Et adviendra ce qu'il adviendra plus tard. C'était une volonté déjà avant l'UFC Montréal en mai euh, d'envisager potentiellement d'effectuer 4 combats en environ 8 mois à l'époque. Non, 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 pas particulièrement, hein. C'est comme je dis, hein, c'est un sport qui, c'est un sport de l'instant, ça on le sait très bien. Un jour t'es le meilleur, un jour on considère comme un des moins bons de ta catégorie. Euh, Il y a ce côté sport de l'instant, et tous les sports de toute manière sont un peu comme ça. C'est le dernier résultat qui compte, et c'est ça qui fait monter un peu ta carrière à certains moments. Et donc il faut être capable d'être présent au bon moment, d'être opportuniste, mais d'être préparé toute l'année pour pouvoir justement avoir cette capacité à avoir une carrière qui a de la régularité. C'est aussi mon style de combat, mon style d'état d'esprit. Je suis pas là pour faire un combat par an, ça c'est pas ma mentalité. Euh, la vie elle est assez courte comme ça pour perdre du temps. Je suis pas dans un calcul particulier de carrière, je suis là pour montrer que je suis le meilleur, et je considère que si tu veux montrer que tu es le meilleur, il faut battre un maximum de gars. Ça tombe bien justement que tu parles de cette culture de l'instant dans notre sport. En effet, avant le présumé combat contre Joël Alvarez, qui finalement s'est avéré se dérouler contre Prépolek, voilà, on sait que le public a tendance à facilement qualifier les adversaires de bourbier. Ça a été le cas aussi à l'UFC Paris avant le combat contre Ruffy. Et en fait, aujourd'hui, les gens, à l'unanimité pratiquement, te voient aller gratter le top 5 en étant un grand favori. Comment tu te positionnes et comment tu ressens, toi, cet aspect sport de l'instant? Non, il faut juste savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et tirer des enseignements de ces combats. J'ai tiré énormément d'enseignements de l'année 2024 qui a été extrêmement mauvaise. Et je suis persuadé que je me suis auto-saboté sur les deux combats. Donc, que clairement, il y avait en plus de ça des axes d'amélioration à avoir que j'ai mis en place
avec toute ma team aujourd'hui. Et donc voilà, être capable de se remettre en question et d'aller améliorer les points à améliorer. Et aussi, ça m'avait remis les pieds sur terre, un peu d'humilité. Et je pense que c'est euh, le péché d'orgueil voilà, l'orgueil qui est un des 10 péchés capitaux, qui fait partie euh, un des 7 péchés capitaux, qui fait partie d'un péché que j'ai commis en 2024. Et voilà, donc c'était une remise en question. J'allais y venir justement, la position de ce fight, quelle est-elle? Parce que de mon point de vue, il y a des similitudes avec ce qui s'est passé quand on arrivait avec Poirier, dans le sens où c'est un gros run, tu avais un gros cycle d'activité, des grosses performances qui t'a permis d'aller chercher un gros fight. À l'époque, Poirier était classé 3, aujourd'hui Hooker est classé 6, mais c'est un adversaire du même calibre parce qu'il s'est frotté à cette génération un peu dorée de Poirier, d'Islam, d'Arman. Aujourd'hui, où est-ce que tu positionnes ce fight justement dans ta carrière? Non, bah un peu comme celui de Moïcano et de Dariush, hein. C'est un combattant qui a été, comme Moïcano et Dariush, à un moment donné top 5, et qui est ressorti assez rapidement du top 5, mais qui est resté toujours entre la cinquième et dixième position pendant des années, qui a eu des fois des gros runs en direction de la ceinture, mais qui a toujours répondu présent dans le top 10. Donc voilà, gros adversaire encore une fois, et clairement, on l'a pas sous-estimé. Le BSD à l'époque de Poirier, justement, il était en 13-1 avec 2 ans d'expérience en moins qu'aujourd'hui. Quelle différence il y a aujourd'hui avec le Benoît Saint-Denis qu'on connaît actuellement? Comment tu te sens toi aussi? Et quelles sont les erreurs justement que tu as pu identifier à l'époque et qui sauront être évitées aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis père de famille, je suis plus apaisé, je suis heureux dans ce que je fais. J'arrête de regarder un peu tout ce qui se fait sur Internet, je me concentre sur ma carrière. J'essaie d'être heureux dans la vie et d'être un bon père, un bon ami et un bon combattant. Et le reste, voilà, le reste, je laisse couler. On va se consacrer maintenant un peu plus à la prépa, si tu veux bien. On va la diviser en deux parties. Tout d'abord le physique, puis la technique. Au niveau du physique, on t'a connu à une époque effectuant des gros cycles de force. On sait aussi que tu t'entraînes voilà, à l'aviron bayonnais. Tu arrivais auparavant assez lourd, assez massif en fight week. On a l'impression que depuis quelques combats aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus régulier. Plus régulé, pardon. Est-ce que tu gères différemment le poids qu'avant? Un petit peu, je me suis professionnalisé, je travaille avec Julien, diététicien qui est de gros calibre. Et aujourd'hui, bah, j'ai le bonheur voilà, d'être entouré par un diététicien, ce qui me permet d'arriver avec les 1 ou 2 kilos en moins, qui permettent de passer déjà une meilleure fight week avec plus d'énergie, plus de glucides pendant plus longtemps et de perdre le poids un peu plus efficacement et de mieux passer cette épreuve-là. On sait que tes capacités athlétiques sont un énorme avantage aussi dans cette catégorie-là, que ce soit au niveau de la mobilité ou au niveau tout simplement du côté musculaire. Et on te voit beaucoup travailler ton explosivité. Est-ce qu'il y a un cycle particulier qui a été mis en place? L'explosivité, la vitesse, c'est des choses qu'on travaille. Vous me voyez travailler ça parce que malheureusement, les médias sont toujours derrière les fighters que les 2 3 dernières semaines, sinon ça les intéresse moins. Donc effectivement, quand ils viennent, c'est cette période-là, c'est l'explosivité, la vitesse. C'est là où on travaille des choses un peu plus simples, un peu moins énergivores pour le corps, mais la capacité à être réactif, à réagir vite, parce que ça va être important lors du combat. Pour le côté technique, aujourd'hui, on te sait avec un entourage de qualité. Pour mentionner quelques noms, évidemment, je ne pourrais pas tous les citer, mais Nicolas Haute qui est ton head coach, Nassourdine Imavov, Alamos ou même Youssef Bouganem avec qui on te voit très souvent tourner et très souvent travailler. On a vu aussi que tu avais débloqué un nouveau paramètre, c'est de faire venir du monde à toi. On t'a vu travailler avec Pavlak, notamment au sol, avec Tijani aussi en striking, qui est multiple champion du Glory. Est-ce que c'est ça peut-être qui peut te permettre de décrocher un nouveau step, d'aller chercher les gens dans leur domaine? Ça, c'est pas mon travail. Ça, tout ce crédit-là, ça vient à Nicolas. C'est Nicolas qui s'occupe de faire venir des sparring partners pour ses combattants. Il l'a fait pour Nassour, il l'a fait pour William, il l'a fait pour tous ses top combattants. Même pour des combats moins importants, il essaye toujours de mettre en place des sparring partners de qualité en fonction du matériel humain qu'il a sur place.
Et effectivement, pour ces top fighters comme Nassour, il y a la nécessité peut-être des fois de faire venir quelqu'un d'un peu plus loin avec des qualités particulières. Et donc voilà, Nicolas a cette capacité de bien s'entendre avec la sphère MMA et sport de combat en général et d'avoir la capacité de faire venir un bon sparring partner en fonction du combat et des combats à mener. C'est quelque chose qui te plaît particulièrement, toi, de pouvoir absorber les skills de manière isolée des spécialistes de leur domaine? Oui, parce que je suis un passionné de ce sport, mais malheureusement, c'est pas ce qui fait aller le plus vite. Ça fait partie des axes de travail, mais quand tu es en pleine bourre, en pleine carrière et que tu as à cœur de montrer que tu es le meilleur, il faut aussi consolider les bases, consolider les choses avec simplicité et efficacité. Et des fois, c'est un travail euh, qui est lent, méthodique, qui passe par beaucoup de répétitions et qui est moins agréable, mais qui est un travail qui est à mener en permanence. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a un gros travail du côté de ton équipe qui est mis en place sur l'analyse tactico-tactique. Qu'est-ce que tu as pu repérer? Qu'est-ce que vous avez pu repérer justement dans le jeu et dans le style de Dan Hooker? Et sur quoi vous pourriez capitaliser ce week-end, sans évidemment divulguer le game plan? Ça, vous le verrez ce week-end. Bien entendu, Hooker, vous avez vu, c'est un combattant qui est quand même complet, euh, qui a battu aussi bien des top grappleurs comme Gilbert Burns que des top strikers. Donc, il a la capacité de battre différents profils à très haut niveau, ce qui fait qu'il a été dans le top 5 et top 10 pendant si longtemps. Donc, à moi de prouver, encore une fois, tout comme on l'a fait avec Dariush, que c'est un style d'adversaire que je peux battre. On sait que c'est un adversaire qui est très dur au mal, qui aime souvent aller à la guerre. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux lui apporter ou c'est quelque chose justement dont tu vas essayer de rester à l'écart? Euh, Ça, vous le verrez samedi, mais je pense que ça sera un bon combat dans tous les cas. Ouais. Aujourd'hui, il a évoqué le fait de ne plus avoir l'ambition d'aller chercher la ceinture, qui avait un plafond en fait qu'il ne pouvait plus atteindre, mais qu'il donnerait sa vie encore dans cette catégorie tant qu'il est actif à gâcher ce dont c'est encore le rêve. Est-ce que tu as entendu parler de ça et comment tu perçois ça? Non, mais en réalité, il veut gagner chaque combat qu'il mène. Hein. C'est un combattant de haut niveau depuis des années. C'est un mec qui fait ça depuis qu'il est petit. Il a cette mentalité anglo-saxonne d'aller au charbon. Donc c'est un très bon combattant. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais dimanche, enfin dans la nuit du samedi au dimanche soir, ça va être la guerre. Euh, Deux fois comme main event d'un numéroté, deux fois main card opener aussi au Madison Square Garden, qui sont souvent les plus grosses cartes de l'année. Tu as été mentionné aussi par l'UFC, l'organisation elle-même, dans les highlights de l'année 2025. Est-ce que Benoît Saint-Denis, il est dans les petits papiers de l'UFC? Est-ce que tu as conscience que tu es vraiment considéré dans cette organisation? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de... il y a une logique business et une logique sportive, mais au bout d'un moment, à partir du moment où les résultats sportifs suivent, il n'y a pas il y a quand même pas de recette magique. Il faut faire un maximum de combats, en gagner un maximum, et si possible avec la manière. Et c'est ça qui permet d'évoluer le plus rapidement et d'avoir le plus d'attention dans ce sport. Ouais, c'est ça en fait. Bah, c'est ce que tu dis. Tu es un peu l'employé modèle. Tu as un personnage en fait auquel les gens peuvent s'attacher. Et puis tu es actif et tu délivres dans la cage. Donc c'est le cocktail gagnant pour l'UFC. Mais t'es pas que dans la tête de l'organisation justement. Parce qu'on voit des fighters du top 5, voire top 3, te mettre de plus en plus dans leurs phrases. On a eu dans le passé un Justin Gaethje, mais on a eu Arman Saroukian aussi. Je ne sais pas si tu as vu, qui a pu citer ton nom récemment. Bah, et forcément, hein, quand les oppositions se rapprochent et se concrétisent de plus en plus, euh, il y a des noms du coup qui commencent à... Quand on est dans le top 5, top 10, la liste est de plus en plus courte des affrontements possibles, donc forcément, on a un focus sur des adversaires en particulier. Est-ce qu'une victoire, justement, ça peut te propulser à aller titiller ce gratin? Tu es pile dans cette phase de transition dans cette catégorie où si tu passes ce step, au final, tu vas être dans les discussions avec ces gens-là, avec les Max Holloway, avec les Charles Oliveira et les Arman Saroukian. L'objectif, c'est de gagner, de faire une bonne performance et effectivement de pouvoir aller voir devant après, bien entendu. Euh,
Qu'est-ce qu'on peut viser ensuite en cas de victoire? Il y a notamment un combat pour la BMF le mois prochain entre Loa et Oliveira. On t'a entendu en parler à plusieurs reprises de cette ceinture. Est-ce que c'est un combat que tu vas regarder de près? Oui, bien entendu, ça fait partie des gros combats de la KT. C'est un combat dans le top 5. Donc, c'est bien entendu un combat que j'ai regardé avec engouement. On sait que tu suis aussi ta catégorie. Récemment, il y a eu, il y a une semaine au final, le combat pour la ceinture intérimaire dans cette catégorie des 70 kilos entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. Est-ce qu'on peut avoir une réaction? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce combat? Beaucoup de choses, mais j'en parlerai plus lorsque j'aurai fait mon boulot. Tu penses que Paddy Pimblett, comme beaucoup justement le considèrent, a été propulsé trop vite et qu'il a justement grillé trop d'étapes pour aller à ce niveau-là? Non, c'est plein d'autres paramètres dont je pense, mais pas particulièrement celui-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Benoît Saint-Denis en 2026? Qu'est-ce qu'il y a dans le bingo 2026 de Benoît Saint-Denis? Bah, vous pouvez me souhaiter une bonne année avec des gros combats, des combats qui soient spectaculaires, que vous puissiez vous régaler devant vos écrans ou dans les salles de Bercy, de la Qantas Bank Arena, etc. Et puis plein de victoires. Cadre spécial ce week-end parce que tu vas combattre. Donc la main card commencera à 13h, mais le dimanche cette fois, en heure locale en Australie. Ça ne bougera pas pour les horaires en France, mais quand on voit des horaires décalés comme ça, on se dit que peut-être, avec le MMA qui grandit en France, un numéroté à des horaires décalés, ce serait peut-être pas déconnant. Oui, bah, ça va arriver dès qu'on aura un champion. Donc je pense que la France a largement la capacité et le potentiel d'avoir un champion bientôt et c'est tout le bonheur que je souhaite à l'Hexagone. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous.